7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, Léo Péria-Peigné. Bonjour Léo Péria-Peigné. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Europe 1. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Vous êtes spécialiste des questions d'armement et d'industrie de défense, auteur d'une géopolitique de l'armement, instrument et reflet des relations internationales aux éditions Le Cavalier Bleu. Alors nous serions entrés dans l'ère du réarmement européen, comme l'a dit il y a 2 jours Ursula von der Leyen. Et en ce qui concerne la France, Emmanuel Macron a montré hier soir lors de son allocution un graphique qui montre la trajectoire qu'il souhaite pour le budget des armées. On est aujourd'hui à 50 milliards par an pour la défense. L'objectif, ce serait 70 milliards d'euros d'ici 2030. D'abord, est-ce que vous y croyez, vous, Léo Péria-Peigné, à ce réveil européen, ce réveil de la défense ? Je vous cite Éric Trappier, un PDG de Dassault Aviation. Il disait hier, j'attends de voir, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. C'est étonnant de la part d'un patron de la défense, d'une entreprise de défense. En fait, c'est plutôt compréhensible par rapport à toutes les annonces qui ont été faites, toute la communication qui a pu être faite depuis 3 ans au sujet de la défense et de l'armement, où il y a peut-être eu beaucoup de discours et de communication et un peu moins d'actes concrets. Maintenant, il n'y a qu'une chose à espérer, c'est que les choses adviennent, puisque si ce qui s'est passé ces deux dernières semaines ne réveille pas la France, mais aussi l'Europe de ce point de vue-là, on se demande ce qu'il fera. Alors justement, si on porte réellement le budget de la défense à 3,5%, peut-être 4% du produit intérieur brut, qu'est-ce qu'il faudrait prioritairement acheter ? Que voudraient les militaires ? Est-ce que c'est plutôt de la masse, la quantité de matériel, ou bien plutôt de la haute technologie, Léo Péria-Peigné ? En fait, l'avantage qu'on a en tant que Français, c'est qu'on a une armée qui est déjà assez nombreuse, donc une des plus nombreuses d'Europe, ce qui fait que là, ce qu'il va falloir faire, c'est l'équiper en conséquence pour qu'elle soit, prête à affronter un conflit. Ça veut dire qu'elle ait suffisamment de munitions, qu'elle ait suffisamment de plateformes, donc de véhicules, d'avions, de navires, et qu'elle ait suffisamment de systèmes de soutien, donc des avions radars, des navires ravitailleurs, ou des camions ambulances, ce sont des exemples, pour, en fait, que chacun de ces plus de 200 000 militaires, si il doit aller au feu, puisse y aller dans les meilleures conditions possibles, et s'assurer que ce ne sera pas en vain. Alors, donc, c'est plutôt de la quantité. Un deuxième porte-avions, des munitions, des tanks, des systèmes anti-aériens, une dissuasion nucléaire plus importante. Les militaires, eux, qu'est-ce qu'ils voudraient concrètement, Léo Péria-Peigné ? Alors, je pense qu'une chose parmi d'autres, mais qui me semble très importante en l'état, c'est par exemple des munitions simples et complexes en suffisamment grande quantité pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir tenir plus que quelques jours de consommation intensive, et derrière en fait une filière industrielle qui puisse fournir en assez grande quantité. Oui, on se rappelle ce qu'avait révélé le journal L'Opinion en 2022, c'est que dans un engagement majeur de haute intensité type Ukraine, l'armée française, elle parviendrait à tenir en tout et pour tout un front d'à peine 80 km. Elle serait en capacité, l'armée française, de déployer un corps armé de seulement 25 000 hommes. Ça paraît très très peu quand même. Alors, ces chiffres-là, ils ont un petit peu évolué, je pense, depuis. Il faut aussi voir ça à l'échelle de l'Europe. La France n'a pas à tenir tout le front toute seule. La France, si elle doit s'engager face à la Russie, le fera en coalition. Et je pense que c'est vraiment très important de le garder en tête. Maintenant, l'essentiel, c'est que cette portion du front qui soit tenue par la France, qu'elle soit de 25, 50 ou 100 km, elle le soit de manière efficace et qu'elle le soit de la manière la plus économe en vie possible. Alors, on sait aussi que l'argent, ça ne fait pas pousser les missiles ou les tanks. Est-ce qu'on a une industrie de défense qui est capable d'assumer une éventuelle augmentation rapide des cadences ? On sait que, par exemple, Dassault a beaucoup de mal à monter en cadence avec le Rafale. On l'a vu aussi avec le canon César. L'industrie de défense est-elle en mesure de répondre ? C'est la question qu'on se pose depuis 3 ans, et il s'est avéré que la meilleure des façons d'y répondre, c'était d'abord de commander. Ce qui manque en fait aujourd'hui aux industries de défense, c'est d'abord des commandes où il y a très souvent eu des accélérations de livraison, où par exemple l'État a demandé aux industriels de livrer en 5 ans, en 2 ans, ce qui devait être livré en 5 par exemple, mais sans forcément faire de commandes ensuite. Ce qui fait que les carnets de commandes sont maintenant réduits à 2 ans au lieu de 5 ans auparavant, et dans beaucoup de domaines, il y a eu en fait soit très peu de commandes surnuméraires, soit simplement les commandes qui étaient prévues dans la LPM actuelle, voire même dans la loi de programmation précédente.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas craindre à l'échelle européenne, en cas d'un effort budgétaire massif, comme par exemple l'envisagent les Allemands, est-ce qu'il ne faudrait pas craindre que cet argent, finalement, ne profite pas à la défense européenne, qu'il parte plutôt là où il y a éventuellement du matériel sur étagère, les États-Unis? On l'avait vu en ce qui concerne la Pologne avec les tanks, elle était allée les acheter, elle allait les chercher en Corée du Sud. Est-ce que véritablement, il y a là une aubaine pour l'industrie de défense européenne? A priori oui, puisque l'industrie de défense européenne dans son ensemble a des éléments pour remplacer l'essentiel, on va dire, des systèmes américains présents en Europe, à l'exception peut-être des avions de combat les plus avancés. Encore que, il faut se poser la question de quoi avons-nous besoin pour faire face à la Russie en cas de conflit? Et de quoi avons-nous besoin? Comme je vous l'ai dit, avant tout de munitions et de plateformes. Maintenant, ce qu'il va falloir aussi, c'est un gros effort sur la défense antiaérienne, notamment. Ça va être un gros effort sur aussi des choses qui sont pas forcément matérielles. Par exemple, c'est mettre un coup de collier sur ce qu'on appelle la mobilité européenne, à savoir faire en sorte de pouvoir transférer d'un bout à l'autre du continent du matériel et des hommes assez rapidement en harmonisant les normes et les infrastructures. Merci beaucoup Léo Perriat-Peigné. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions d'armement et d'industrie de défense à l'IFRI. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, Géopolitique de l'armement, instruments et reflets des relations internationales. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Il est 7h18 sur Europe 1. Dans un instant.